Une société qui ne veut pas entendre parler du viol, c'est une société qui a un regard sur ce qu'est le corps de la femme, comme si c'était un concept. Jusque dans les années 1970 en France, la question du viol relève d'un tabou. Les victimes sont perçues comme consentantes ou du moins de moralité douteuse. C'est pourquoi le plus souvent, elles préfèrent se taire. Le viol était un crime honteux. En ce sens que la victime était honteuse d'être une victime. Et quand elles en parlaient, eh bien la famille aussi se sentait salie par la honte. À chaque fois que l'une d'elles pouvait parler de viol, elles étaient stigmatisées comme les instigatrices. Avant que n'éclate l'affaire d'Aix-en-Provence, à peine 1500 femmes osent porter plainte. Et très peu de celles-ci aboutissent à un procès. D'abord, il n'y avait pas de loi véritablement forte et dissuasive. Elles étaient dans cette crainte de ne pas être crues. Donc elles n'affrontaient pas ce risque-là. Anne et Araceli auraient pu elles aussi se taire. Mais elles refusent de se résigner. Les deux jeunes touristes belges violés et tabassés par 3 hommes dans une calanque de Marseille au cours de l'été 1974 se lancent dans un long combat judiciaire. Et ce qui aurait pu n'être qu'un fait divers, une histoire tristement banale, se transforme alors en véritable fait de société. Le procès de leur violeur va devenir le procès du viol. Tout commence en août 1974. Anne et Araceli, 2 jeunes femmes homosexuelles, font du camping sauvage dans la calanque de Morgio. On est allé dans une calanque que moi je ne connaissais pas. On voulait arriver dans une calanque que Anne connaissait. Et on comptait rejoindre une partie de ma famille, donc à la calanque de Sugiton, qui est naturiste. Et puis en arrivant, il y a un jeune gars qui est arrivé et qui a d'abord commencé à m'apostropher, plutôt style drague. 2 jeunes femmes d'origine étrangère, une Belge, une fille d'immigrés espagnols quand même, qui sont là dans leur crique tranquillement. Elles ont été repérées par un qui a voulu engager la conversation. Et puis il a dit, c'est toujours les mêmes qui prennent les plus jolies. Je me demandais ce qu'il lui prenait, mais enfin, j'ai pas répondu. Et puis, je lui ai dit, écoutez, maintenant ça suffit, vous partez, laissez-nous tranquilles. Et il est parti. Elles l'ont, dira le mal à l'audience, elles m'ont vraiment rabroué. Mais pour elle, l'incident semble devoir en rester là. Nous avions installé notre tente, une petite tente, au bord de l'eau. Il y avait une tente au-dessus de la nôtre à plus ou moins 100-150 mètres. Donc nous n'étions pas isolés. Et pendant qu'on montait la tente, j'ai vu cet homme-là, donc qui m'avait accosté le matin, au-dessus, avec un grand chien berger. C'est vrai que là, moi, j'ai eu un frisson, parce qu'il était loin, mais il prenait un peu ses repères. Mais ça, ce n'est qu'après, évidemment. J'ai eu un mauvais pressentiment. Et vers 1h du matin, on a été réveillés, non pas par un, mais par 3 hommes. On dormait profondément. Nous avons été réveillés en pleine panique, paralysés par la peur tout de suite, parce qu'on se demandait ce qui se passait. Au bout de quelques minutes, donc, ils ont ouvert la tente de 2 hommes qu'on ne connaissait pas, avec des lampes torches. Puis, il y en a un qui a essayé de s'introduire, c'est le père de 35 ans, là, qui a 5 enfants. Et là-dessus, j'ai trouvé un petit marteau qui était à côté de moi. Je lui ai tapé dessus avec le marteau. Bon, il a saigné, il a commencé à crier, à se fâcher. Bon, moi, évidemment, c'était très, très impressionnant. Tout qui s'enclenchait de plus en plus vite et de plus en plus violemment. Et puis, on a vu l'autre surgir et on s'est dit, là, on a compris. On a compris que c'était une expédition punitive. Là, c'est vrai que c'était la panique, là.
Après le viol, donc, qui a duré, les viols, parce que ça a duré 5 heures, moi j'ai vraiment pensé qu'ils allaient nous tuer après. Quand nous avons été sûrs qu'ils étaient partis, nous n'avons eu qu'une idée, c'est de fuir, vite se mettre à l'abri. Et nous sommes arrivés au premier poste de gendarmerie, juste après les Calanques. Et là, nous avons réveillé un gendarme à peu près 6 heures du matin, qui nous a accueillis. Il était en pyjama. Il a vu que nous étions complètement affolés, abîmés, etc., du sang, etc., de la poussière, du sable. Et il a dit qu'il fallait qu'on aille à l'hôpital. Les 3 agresseurs sont immédiatement interpellés par les gendarmes. Et la police nous a dit qu'ils les avaient retrouvés facilement, parce qu'en fait, on a observé les moindres détails, cicatrices, petits tatouages, trucs. Donc on a pu donner une description très très précise. Et la police les a trouvés chez eux, en train de récupérer de la nuit qu'ils avaient passée. Mais l'arrestation de leurs violeurs ne signifie pas la fin de leur épreuve. C'est au contraire le début d'une bataille qui va durer 4 ans. Avant les années 70, nulle part dans les médias on ne parle du viol. Ou si on l'évoque, c'est pour mieux le relativiser. Le viol, ça n'est pas vrai, comme l'affirme haut et fort ce chanteur de variété dans ce clip datant de 1969. Elle n'a pas crié au viol, mais s'est mise à ronronner. Et maintenant, du fond de ma geôle, j'aimerais que l'on m'expliquât d'où me vient cette accusation de viol qui me mène ici bas. Finalement, s'il y a des victimes dans ces affaires, ce sont bien les hommes, et non les femmes. Ce sont bien eux qui sont à plaindre. C'est en tout cas ce qu'explique Maître René Floriot, l'un des plus grands avocats de l'époque. Très souvent, devant les tribunaux correctionnels ou devant les cours d'assises, comparaissent des jeunes gens qui sont condamnés souvent à des lourdes peines, qui brisent complètement leur carrière, qui commettent des sottises dont ils n'aperçoivent pas la gravité. Et ces sottises, au fond, ce sont les femmes qui en sont responsables, car elles provoquent les hommes. Il y a un certain nombre de jeunes filles qui, parce que c'est la mode, parce qu'elles sont dans le vent, considèrent qu'il est de bon temps de se montrer très libre avec les garçons. C'est vrai, les femmes sont donc des tentatrices, et si elles sont violées, c'est qu'elles l'ont bien cherché. Elles n'avaient qu'à pas se croire libres et se pavaner devant les hommes. Elles n'avaient qu'à pas. Quand une femme est violée, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. C'était le parcours du combattant ou le parcours de la combattante parce qu'elle se heurtait, les femmes victimes, à des mentalités qui continuaient à considérer, 1, que le viol c'est pas très grave, 2, que si elle a été violée, peut-être l'a-t-elle cherché, 3, que de toute manière, on va pas gâcher la vie d'un homme pour ça. Anne et Araceli, ne l'ont-elles pas cherché, elles aussi? La presse locale considérait que ces 2 nénettes, comme on disait, l'avaient bien cherché. Comment imaginer camper dans les Calanques, à Marseille, un été, en faisant du naturisme, c'était déjà créer une situation de pousse au crime. En réalité, elles n'ont même pas fait de naturisme ce jour-là. Pire encore, elles sont homosexuelles. Et ce qui devrait démontrer qu'elles n'ont pas pu consentir au rapport sexuel que des hommes leur ont imposé, se retourne au contraire, contre elles. C'était toute une vision holistique de la société qui faisait que la femme restait quand même cette espèce d'éternel serpent qui suscitait forcément chez l'homme la passion, la convoitise, et qu'elle était responsable de ce qui lui arrivait. À cette époque, dans une affaire de viol, l'instruction commence d'abord par une enquête de moralité sur les victimes. La police s'enquiert du degré de fiabilité de la plaignante. Le viol, c'est une chose grave et sérieuse. Et si vous voulez que votre agresseur soit poursuivi, il faut que nous rentrions dans certains détails qui peuvent vous paraître désagréables. Quand on demande des détails sur leur vie privée, quand on insinue que si elles ont eu des relations sexuelles antérieures au viol, eh bien c'est que peut-être c'était pas un viol. Après les policiers et leurs questions équivoques, ce sont les médecins qu'il faut ensuite convaincre.
nous avons été examinés par un médecin, professeur de la faculté de médecine, qui est arrivé avec tous ses étudiants, la plupart des jeunes hommes. Je crois qu'il n'y avait même pas de femmes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? On a dû écarter les jambes, chacune à notre tour. Et il a introduit son doigt dans le vagin pour voir si l'hymen acceptait le doigt ou pas. J'entends encore les termes qu'il disait. Les gendarmes sont venus d'ailleurs nous retrouver là à l'hôpital pour faire la première confrontation avec les 3 violeurs. Confrontées aux 2 jeunes femmes, les violeurs assurent avec un aplomb déconcertant que non seulement elles étaient consentantes et qu'ils les ont même faites jouir. C'était horrible de les revoir déjà, parce qu'ils étaient à 2 mètres. Donc ça a été épouvantable. D'ailleurs, ils ont dû interrompre parce qu'on était complètement affolés, et, enfin dégoûtés. Et on ne voulait plus les voir. D'autant plus qu'ils niaient, ils étaient violents, ils roulaient des mécaniques, même s'ils étaient en menottes. Quand Anne et Araceli apprennent que le juge d'instruction en charge de l'affaire est une femme, elles sont rassurées. Mais elles se trompent. Elle était très froide, très désagréable, absolument pas en empathie avec nous. Elle nous a posé des questions qui nous sont apparues inouïes, blessantes. Pourquoi vous voulez poursuivre ces hommes? Et je lui ai dit, mais c'est bête. J'ai dit, mais parce que c'est pas juste. Parce que c'est pas juste, parce qu'ils nous ont violés. Et alors, elle m'a répondu, oh, vous savez, la justice, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et Hilda Di Marino, elle est complètement dans la mentalité de l'époque. Hein. Je pense qu'elle s'est dit comment des nudistes, des lesbiennes, des campeuses. Non mais quand même, elles l'ont cherché. Dans les procès-verbaux, on sent en effet que la juge oriente les débats, ne voulant voir dans l'attitude des 3 violeurs présumés qu'une regrettable erreur d'interprétation. Puisque les 2 femmes ont cessé de se débattre, dès lors qu'elles ont été menacées de mort, n'auraient-elles pas pu donner l'impression qu'elles étaient consentantes? Elle a tenu des propos du style « vous répondez par oui ou par non ». Est-ce qu'à un moment donné, du fait que vous ne bougiez plus, que vous ne vous battiez plus, que vous disiez plus rien, est-ce qu'ils auraient pu prendre ça pour un consentement de votre part? Le débat était que quand on lutte, quand on n'en peut plus, quand on a ces forcenés devant vous, à un moment donné, on lâche. Et quand on en a au-dessus de la tête qui demande autre chose qu'en plus d'une pénétration qui demande encore une petite cajolerie supplémentaire, eh ben on ouvre la bouche. Ben alors c'est qu'on a consenti, c'est qu'on a bien voulu. Donc tout est là. La juge d'instruction leur a dit « Mais vous avez bien dû consentir à un moment, autrement vous ne seriez pas là pour en parler. » Donc en fait, la seule façon dont elles auraient pu prouver qu'elles n'étaient pas consentantes, ça aurait été d'être mortes. Il est exact que mon attitude, à partir du moment où j'ai pris le parti de laisser faire, a été telle que les 3 hommes ont pu se méprendre et penser qu'après notre refus du début, nous aurions fini par devenir consentantes. Et l'affaire est finalement requalifiée en simple coups et blessures n'ayant pas entraîné une interruption de travail de plus de 8 jours. Les violeurs sont libérés en attendant de comparaître devant un tribunal correctionnel entre un vol à l'étalage et un délit routier, au lieu de répondre de leurs crimes devant un jury d'assises. Mais ce n'est pas encore assez d'affronter la justice. Anne et Araceli doivent encore batailler contre les avocates qu'elles s'étaient initialement choisies. Nos avocates nous expliquent clairement qu'il ne faut pas espérer que notre histoire de viol passe en assise. Ça ne se fait pas, il n'y en a pas, il n'y a pas de procès de viol en assise. Tous les procès de viol sont correctionnalisés. Donc là, on était vraiment devant la situation que même nos avocates nous décourageaient de faire valoir le viol en tant que crime. Et puis, un jour, elle s'adresse à la célèbre avocate féministe Gisèle Halimi. Un jour, j'écoute la radio et je tombe sur une interview
de Gisèle Halimi, que je ne connaissais pas du tout, que nous ne connaissions pas du tout. Et j'entends cette femme qui parle du procès de Bobigny, cette avocate, avec beaucoup de passion, beaucoup de chaleur vis-à-vis des femmes qu'elle défendait. Le grand combat de Gisèle Halimi, au début des années 70, c'est celui de l'IVG. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés. Mais c'est aussi plus largement la bataille pour la cause des femmes, pour l'égalité, pour le respect de leur dignité, de leur corps, de leur indépendance. Nous vivons dans un univers d'hommes, de valeurs d'hommes, d'économie d'hommes. La sexualité de la femme a été considérée comme l'appoint de la sexualité de l'homme. Déguisez-vous en femme, monsieur, déguisez-vous en femme, vous comprendrez ce que ça veut dire. Ce qui est scandaleux, c'est pas de dénoncer le viol, ce qui est scandaleux, c'est le viol lui-même. J'ai vu arriver une femme élégante, belle, épanouie, radieuse, et je me suis dit, ça doit être elle, ça ne pouvait être qu'elle. Et je lui ai dit, Maître Halimi, je me présente, je me suis présentée, je dis, voilà, nous sommes deux femmes, nous avons été violées, et nous ne savons plus quoi faire. C'était une chance inouïe, enfin inattendue, incroyable, qu'elle fasse attention à deux jeunes femmes complètement inconnues, etc. Et c'est comme ça que nous avons pris contact avec Gisèle Halimi, mais ça n'a pas été tout seul. Dans les milieux féministes, on se bat depuis plusieurs années pour, comme on le disait à l'époque, faire monter en assises les affaires de viol. Cette affaire va servir de catalyseur, d'exemple. Je suis arrivée dans cette affaire parce que je travaillais au cabinet de Gisèle Halimi. J'avais 25 ans, mais c'était un engagement militant, je dirais presque politique. Je trouvais que c'était une honte pour les droits de l'homme que de ne pas reconnaître le viol comme un crime. C'était quelque chose que j'avais profondément en moi. En septembre 1975, plus d'un an après les faits, les avocates se rendent donc à Marseille pour plaider l'incompétence du tribunal correctionnel dans l'affaire qui lui est soumise. Contre toute attente, elle gagne ce premier combat. Le tribunal se déclare incompétent et demande le renvoi aux assises. Ce premier combat, c'était d'aller dire, vous appelez ça, comme la juge d'instruction, des violences et voies de fait? Eh bien non. C'est un viol, c'est un crime. Ce n'est pas le tribunal correctionnel qui doit en connaître, c'est une cour d'assises. Et ça, nous avons gain de cause. Et là, nous avons donc appris que le viol était enfin reconnu. C'est une première victoire symbolique. C'est aussi le début d'une campagne contre le viol lancée par le mouvement féministe. C'est véritablement en 1975, devant le tribunal de Marseille, que le silence se fissure. C'était une situation qui était devenue intenable, que les associations de femmes dénonçaient et que, je dirais, tous ceux qui s'intéressaient au sort des femmes ne pouvaient pas voir continuer. Cette première victoire d'Anne et d'Araceli crée une onde de choc en France. La honte change de camp. Les femmes qui se taisaient jusque-là décident de prendre la parole. En octobre 1975, pour la première fois, une femme violée témoigne à visage découvert à la télévision. Vous acceptez de parler aujourd'hui à visage découvert. Pourquoi? Je voudrais qu'on me reconnaisse, qu'on me regarde telle que je suis, et je voudrais que l'on arrive à me dire que je ne suis pas responsable, pas coupable du malheur qui m'est arrivé. J'ai été traitée comme un animal. Peut-être comme on ne traite pas même les animaux. Le problème du viol s'invite désormais sans tabou dans les médias. Le scandale, ce n'est plus de parler du viol, c'est de ne pas en parler. Le scandale, c'est cette société indulgente à la violence masculine. Le scandale, c'est le bâillon imposé aux femmes. Une femme qui est violée se tait. Elle se tait parce que la pression sociale, la contrainte sociale est tellement puissante, tellement forte, qu'elle est obligée de se taire. Le système l'oblige à se taire. C'est donc le système qu'il faut changer, la société patriarcale qu'il faut détruire. C'est dans cette ambition que le MLF, le mouvement de libération des femmes, organise le 26 juin 1976 une journée de débat et de mobilisation au Palais de la Mutualité. 3000 femmes se sont réunies aujourd'hui à la Mutualité autour d'un slogan « Ras le viol ». D'après les estimations des différents mouvements féministes, une femme est violée toutes les 3 minutes en France. Mais très peu d'entre elles osent porter plainte et se faire connaître. Évidemment, le viol faisait partie des
des thèmes qui étaient abordés par le mouvement de libération des femmes depuis 1970. Mais il n'y avait pas eu vraiment de campagne. En fait, d'une certaine façon, on ne savait pas comment l'aborder. Parce que les femmes, en fait, n'ont pas envie de parler du viol. À Paris, nous avons énormément de témoignages de femmes qui ont été violées dans les squares en rentrant le soir chez elles, qui ont été violées dans les HLM en rentrant chez elles, dans les ascenseurs. Et il y a un silence absolument terrifiant autour du viol. Les femmes n'osent pas dire qu'elles sont violées parce qu'elles ont dans la tête qu'elles sont quelque part responsables de ce qui leur arrive. Il a donc fallu vraiment qu'il y ait tout un travail de déculpabilisation des femmes, de revendication de leur droit à exister, de leur droit aussi à la sexualité, à une sexualité libre, pour que les choses changent. C'est le fascisme, le viol, et c'est contre ça qu'on lutte. Au-delà du viol, ce sont les rapports de domination régissant les relations hommes-femmes qui sont mis en accusation. Il y a toutes les violences quotidiennes qu'on subit, toutes les agressions, toute la drague dans la rue. Ça va du bonjour chéri à longueur de journée, quel que soit votre âge. Vous pouvez être habillé en robe décolletée, en mini-jupe, ou bien carrément en robe sac, et on vous agressera de la même façon. Les femmes se rebellent. Elles ne veulent plus être des choses, des objets sexuels. Pour Françoise Giroud, la secrétaire d'État à la condition féminine, c'est la révolte du gibier contre le chasseur. Il y a toujours eu des chasseurs, les hommes ont chassé les femmes, et de même, il y a des chasseurs qui vont dans la forêt et qui chassent les lièvres. Tout à fait normal. Imaginez que brusquement, les lièvres, au lieu de courir, se retournent et dire « Monsieur, si vous continuez, j'appelle mon avocat ». Eh bien, c'est ça la situation. Et alors les chasseurs disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais de quoi elles se mêlent? Mais elles sont insupportables, mais elles sont folles, ces femmes. Mais c'est le lièvre qui m'a provoqué. S'il n'y avait pas de lièvre dans la forêt, je ne tirerais pas dessus. » La lutte contre le viol intègre aussi le long combat des femmes pour l'émancipation et l'égalité. Et ce n'est pas gagné. L'homme restera toujours ce qu'il est, c'est-à-dire supérieur à la femme, à mon avis. La question du viol, naguère invisible, est désormais incontournable. Charlie Hebdo y va de son ironie grinçante. Mais parfois l'humour reste teinté de grivoiserie. Daniel Prévost, dans Le Petit Rapporteur, tente une approche humoristique qui n'est pas toujours du meilleur goût. Et l'agresseur se verra infliger une contravention pour avoir violé la loi sur le stationnement abusif en zone bleue. Voici une méthode de dissuasion simple et efficace. C'était la méthode pouette-pouette. Mais il y a pire. Avec cela, vous êtes indésirable. Anne et Araceli, elles, ne trouvent pas ça drôle. En plus du traumatisme, elles vivent un calvaire depuis qu'elles ont porté plainte. Et puis moi, j'ai appris que j'étais enceinte. Là, je pouvais rien faire pour me laver. Il fallait le faire partir. Pour moi, c'était quelque chose de monstrueux qui se développait à l'intérieur de moi. Elle a dû subir un avortement donc, qui était criminalisé à l'époque. Eh bien, on a encore eu le retour des avocats de l'époque. Il a tout aussitôt dit mais ce sont des femmes de vie légère, elles sont homosexuelles, elles sont nudistes et pas naturistes, elles se croient libres. Qui nous dit que c'est un enfant d'un de nous trois? Il n'y avait pas de test ADN à l'époque. Mais comme c'est arrivé tout de suite après le viol, ça ne pouvait venir que d'eux. Pendant ce temps-là, le procès tant attendu d'Anne et d'Araceli s'enlise. C'est que les trois violeurs, qui redoutent d'être jugés par une cour d'assises, ont fait appel de la décision d'incompétence du tribunal correctionnel de Marseille. Tous ces retards ne font cependant que renforcer le caractère symbolique de cette affaire devenue celle de la cause des femmes. Les affaires envoyées aux assises sont de plus en plus nombreuses et partout le huis clos recule. Car jusqu'ici, en matière de viol, le huis clos est la norme. Réclamé par les accusés, il est prononcé par les magistrats qui estiment que les débats peuvent porter atteinte aux bonnes mœurs. Mais pour les féministes, il n'y a pas de honte à être victime. Le déshonneur est du côté des violeurs. Il faut que ces affaires soient jugées au grand jour. Parce que nous pensons que une chose pour un homme est de violer et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer comme un moyen de dissuasion. Certains magistrats, comme le président de la cour d'assises de Paris, font de la résistance. Bien au contraire, je ne vois que des inconvénients, surtout si on se place
sur le plan de l'intérêt de la victime, déjà agressée par un attentat, et qui risque, par une publicité trop grande donnée à cette affaire, d'en subir une deuxième fois les conséquences. En prétendant défendre la pudeur des femmes, ce magistrat ne fait en réalité qu'entretenir la honte que la société fait peser sur elles. Il ne peut même pas imaginer que les victimes puissent vouloir déchirer leur bâillon. Ça se trouvait dans le quartier de Pigalle, et en sortant, je me suis fait accoster par un homme entre 20 et 25 ans qui m'a demandé de me raccompagner chez moi. J'ai dit non. Et qui a commencé d'user de violence, à me taper dessus. Et j'ai eu très peur, j'ai donc suivi. Il m'a emmené dans une chambre qui est près du Châtelet. Et là, elle m'a violée. Et après sont arrivées trois autres personnes qui m'ont également violée. Et séquestrée dans une chambre pendant toute une nuit. Quelle va être ton action maintenant? Une action personnelle? Je sais pas. Enfin, disons que pour ce qui m'est arrivé, je fais un procès politique, c'est-à-dire que je passe en cour d'assises, parce que c'est le seul moyen que me donne la société actuelle, en tant que femme, de m'exprimer et de dire que je n'accepte pas. Il y en a ras-le-bol de se faire violer et que les femmes ne sont absolument pas consentantes. Et aussi mettre notre société face à ces contradictions. Les temps changent et dans un pays qui considérait jusque-là le viol comme un délit mineur plus qu'un crime, la question du traumatisme des femmes est désormais prise en compte. Et la peine de mort. La peine de mort pour les violeurs. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un crime. Je pense qu'effectivement, tout doucement, les femmes ont commencé à avoir moins honte et se sentir moins coupables et de se dire oui, j'étais là parce que j'avais le droit. Il était tard, j'étais habillée comme ça. Je pense qu'elles commencent à s'affirmer. Ne pas choisir, c'est subir. Et subir, ce qui est le contraire d'une liberté, c'est considérer que la femme est seulement une inférieure par rapport à l'homme. Ça, c'était quand même plus possible en 1978. Et c'était ça, quand même, la grande différence, déjà. Donc, il y avait un mouvement qui s'amorçait, mais encore fallait-il partir en croisade, prendre le fanion et dire qu'on allait passer le pont pour y arriver. Progressivement est passée l'idée qu'il fallait que le viol soit réprimé parce que c'était une atteinte intolérable à la dignité des femmes. En octobre 1977, l'émission populaire Les Dossiers de l'écran fait le constat que le viol est une agression qui marque durablement ses victimes et que ce crime est plus fréquent qu'on ne le croit, y compris parmi les très jeunes filles. Pour preuve, la quantité inhabituelle d'appels téléphoniques qui affluent au standard. Les appels que nous avons reçus, Alain Jérôme, constituent un véritable cri de colère. Une responsable de formation qui dit « J'ai été violée en novembre dernier, mais dit-elle, la police a été odieuse, me posant des questions insidieuses comme « Est-ce que j'avais pris du plaisir ?» Une femme qui appelle de Paris « J'ai été violée il y a 6 mois. Un homme est entré par la fenêtre et m'a violée alors que mon fils se trouvait dans le même lit que moi. » Des femmes qui n'avaient jamais rien dit prennent la parole et veulent qu'on les entende. Et cette parole éclate à la figure des téléspectateurs. Non, le viol, ce n'est pas une violence comme une autre. Et ce qu'il révèle, c'est une société où les femmes sont traitées en inférieures, en dominées, en proie. C'est pas concevable dans l'esprit de la société qu'une fille seule aille au cinéma, qu'une fille seule aille au café seule. C'est pas possible, c'est pas concevable, on n'accepte pas. Du fait que 2 médecins du haut de leur pouvoir médical puissent dire comme ça, ont des phrases du style ah mais vous utilisez des moyens contraceptifs et vous avez déjà eu de nombreux rapports sexuels, donc bon, ainsi de suite. Les femmes, elles ne veulent plus se taire. Les femmes, elles veulent crier qu'elles en ont marre d'être violées, elles en ont marre d'être battues, elles en ont marre d'être sifflées dans la rue, elles en ont marre d'être plottées et ainsi de suite. Et c'est ça aussi qui est important. On ne l'avait jamais dit jusqu'ici, mais le viol, c'est une blessure profonde, une douleur qui vous ronge des années durant. Et pour Araceli, c'est une forme de destruction, de ravage. La seule chose qui pouvait nous libérer, qui pouvait nous faire du bien, enfin en partie nous libérer, c'était les tuer, c'était les retrouver et les tuer. Combien de fois on n'a pas rêvé, j'ai pas rêvé que je les tuais, que je les avais en face de moi et que j'avais un revolver. C'était une impression de soulagement. Comment tourner la page, ne plus avoir peur, tant que les 3 violeurs seront en liberté, tant qu'ils ne seront pas condamnés. Le problème, c'est que leur procès n'en finit pas d'être différé.
Sur ce même plateau des dossiers de l'écran, plus de 3 ans après l'agression, Gisèle Halimi s'en indigne. Pour le procès d'Anne Tonglé et d'Araceli, qui sont les deux Belges, tenez, puisque nous avons un représentant du ministère de la Justice, depuis août 1976, cette affaire est renvoyée devant un juge d'instruction pour des formalités, pour compléter l'enquête de personnalité. Ce procès n'est pas venu et on ne daigne même pas nous répondre, ni au téléphone ni par lettre. Si on ne vous répond. On nous a même laissé entendre que il y avait d'autres affaires, le viol. Les atermoiements de la justice permettent au moins à l'avocate d'avoir tout le temps de préciser sa stratégie dans le procès qui s'annonce. Car l'enjeu dépasse de loin la condamnation des 3 violeurs. L'enjeu est très important. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol, l'enjeu. C'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple, au plan de l'amour, soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme. Ce n'est pas la première fois que l'avocate parisienne transforme le tribunal en tribune, qu'elle médiatise un fait divers pour éclairer l'opinion publique. En 1972, alors que l'avortement était encore illégal, elle avait défendu à Bobigny une lycéenne de 16 ans, Marie-Claire Chevalier, traduite en justice pour s'être débarrassée de sa grossesse issue d'un viol par un garçon de son lycée. C'était même pas mon fleur ni mon petit ami, puis vous savez, dans les conditions que ça s'est passé, il m'a forcé quand même à lui céder et puis m'a même brutalisé. Il m'a donné des coups, oui. Et ce garçon, vous lui avez dit que vous vouliez vous faire avorter? Ah oui, je lui en ai parlé et il a pris peur et je crois que c'est lui qui m'a dénoncé. Le procès de Bobigny est un tournant dans la lutte pour la légalisation de l'avortement. L'avocate obtient le soutien massif de l'opinion publique et l'acquittement de la jeune fille. Et l'affaire conduit finalement au changement de la loi qui libéralise l'IVG. Ce genre de procès politique, elle entend bien le refaire à Aix-en-Provence en 1978, au nom de la liberté et de la dignité des femmes. Mais au temps de la bataille pour l'IVG, la gauche formait un front uni contre les conservateurs. Cette fois-ci, en ce qui concerne la lutte contre le viol, une partie de l'extrême gauche critique la stratégie des assises et accuse les femmes de tomber dans le piège de la répression bourgeoise. Et c'est là où on essayait, de tous bords, y compris la presse d'ailleurs, de nous enfermer dans ce qui était considéré comme une forme de contradiction. Vous êtes de gauche, mais vous allez envoyer ceux-là en prison. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Alors nous disons, si vous voulez supprimer la prison, pour tout le monde, comme système, nous signons des 2 mains. Mais si vous commencez à la supprimer uniquement quand il s'agit de viol, eh bien c'est une indication qui est grave et qui signifie que vous considérez que c'est une chose banale, anodine. Le 2 mai 1978, 4 ans après le drame, la cour d'assises d'Aix-en-Provence se réunit enfin pour juger l'affaire d'Anne et d'Araceli. La veille, le président du tribunal, M. Forgeot, a reçu près de 150 télégrammes de soutien à la cause des 2 jeunes femmes. De Belgique et de France essentiellement, mais aussi des États-Unis, de Norvège, d'Israël, de Nouvelle-Zélande et même du Japon. Parmi les expéditeurs, Simone de Beauvoir, Jean Daniel, Delphine Seyrig, Claude Servan-Schreiber, Jean Seberg. On n'est pas sûr de gagner, hein. Donc il y avait quand même ça. Je veux dire qu'on se battait, mais et gagner, c'était quoi? C'était simplement reconnaître ce que nous avions vécu. C'est tout ce qu'on demandait. Finalement, c'est le prolongement du procès de Bobigny. En tout cas, c'est dans une parfaite cohérence. Le droit au respect du corps de la femme, à son intégrité, au choix qu'elle a droit d'en faire, d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir un enfant, le choix d'avoir une relation avec un homme ou de ne pas en avoir, même s'il passe par là, elle peut le vouloir, mais elle peut aussi ne pas le vouloir. 4 ans après le viol de 2 jeunes touristes belges près de Marseille, le procès de leurs 3 agresseurs a débuté aujourd'hui devant les assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Un procès exemplaire, puisque devant une cour d'assises, c'est en partie le résultat de campagnes menées par les mouvements féministes afin que le viol ne soit plus considéré comme un simple délit mais comme un crime. Déjà, depuis le début de cette affaire, des violeurs ont été condamnés à des peines sévères, allant de 5 à 20 ans de prison ferme. Une trentaine de journalistes couvrent l'événement. La presse locale, nationale, mais aussi internationale, avec notamment le correspondant du New York Times.
De plus en plus, on parle de ces affaires. Disons-le, les médias en parlent, et on sait à quel point ça n'est pas neutre. Et c'était peut-être la première fois que autant de médias venaient suivre un procès de viol. Honnêtement, quand on me dit que j'ai traité ce procès, je ne suis pas certain d'avoir pris conscience à ce moment-là de ce que ça signifiait, de l'importance que cela pouvait revêtir pour l'avenir de la société française, d'ailleurs, de certaine manière. Donc j'y vais un peu pour couvrir n'importe quel procès. Plusieurs centaines de militants ont également fait le déplacement. L'association Choisir, dirigée par Gisèle Halimi, est naturellement présente. Cela tient de la manifestation, du meeting ou du théâtre de rue. Parmi les avocats des accusés se trouve Gilbert Collard, un jeune avocat révélé 2 ans plus tôt lors du procès de Christian Ranucci, dans lequel il défendait les parents de la petite victime. Entre Collard et Halimi, entre le local et la parisienne, le jeune ambitieux et la diva du barreau, c'est aussi un match qui se joue. Elle a voulu médiatiser, j'ai médiatisé, hein. Elle a voulu hausser le ton, j'ai haussé le ton. Elle a dit que c'était le procès le plus horrible de sa vie. Moi, je lui coupais la parole, je la laissais pas faire. J'ai défendu mes clients. Des braves gens avec la vie rudimentaire, avec la culture rudimentaire, avec le psychisme de leur environnement, hein. C'est intéressant donc, quand on a des avocats qui disent de ceux qu'ils défendent qu'ils sont assez bêtes et assez minables. C'est très, très habile et très stratégique. Ils n'avaient pas eu le sentiment de violer. Vraiment. Même si la réalité c'était un viol. En tout cas, c'est parce que ils étaient suffisamment bêtes et suffisamment minables qu'ils ont pu croire à un moment donné, même s'ils étaient dans l'erreur, qu'elles auraient été consentantes. Très fort. Mais assez moche, en tout cas, de mon point de vue. Elles ont été aussi quand même d'une imprudence d'intellectuelle parisienne. Hein. Parce que je veux dire, depuis Lévi-Strauss, et même avant lui, quand on a un peu de bon sens, on sait qu'on s'adapte aux populations chez lesquelles on va. Mais la fin, c'est la question, aux accusés eux-mêmes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qu'ils disent? Je suis innocent. Gisèle Halimi, qui veut renouveler le procès de Bobigny, a convoqué à la barre des témoins prestigieux dans le but de faire le procès du viol en général. Parmi ces derniers, le poète et académicien Pierre Emmanuel, que l'on voit ici au milieu des manifestants. Le président, qui ne veut pas que le tribunal se transforme en tribune, refuse de les entendre. J'avais tenté de faire de ce procès un débat sur le viol, qui est vraiment un problème de société. Je ne voulais pas que ce viol reste une histoire entre nous femmes. Bien sûr, c'est le pire des crimes contre les femmes, mais je voulais avoir l'avis des hommes, je voulais un débat. Gisèle Halimi a voulu faire témoigner beaucoup de gens pour éclairer le contexte, justement, pour éclairer les mentalités de l'époque, pour éclairer la place des femmes dans la société. Et donc elle a fait citer beaucoup de témoins. Mais le président du tribunal n'a pas voulu que les témoins témoignent justement sur le contexte. Il a voulu s'en tenir aux faits même. Arlette Laguillet est venue et elle a réussi à dire une phrase. Pierre Emmanuel est venu, il n'a pas pu dire grand-chose. Madame Darcourt, Florence Darcourt est venue, elle n'était pas de gauche. Elle a pourtant ferraillé pour s'exprimer. On lui a dit, Madame, code de procédure pénale, vous connaissez les accusés? Non. Donc si c'est pour des considérations générales, Madame, c'est terminé. On va défiler l'Académie de médecine, l'Académie française, les prix littéraires. Et c'est ce qui m'a permis d'essayer de démontrer que ces victimes étaient un instrument de promotion politique. Le président suspend l'audience. Le procès est renvoyé au lendemain. Passion absolue. Évidemment, les familles, les amis, les quartiers des 3 violeurs étaient là pour assister leurs copains, leurs amis, leurs fils, au niveau de ce qui avait été commis. C'est-à-dire, ces 3 mecs avaient baisé 2 salopes. C'était ça le climat. Éprouvés, les mères des 2 jeunes filles sont obligées de quitter le tribunal par une porte dérobée. Curieusement, les policiers laissaient rentrer les loupards
À un moment donné, il y avait plein d'hommes dans la salle et les femmes les inculpées et quasi pas aucune personne de nos familles. Et il faudra finalement escorter les plaignantes et les avocates Agnès Fichot et Gisèle Halimi jusqu'à leur hôtel, car les amis des violeurs les suivent et les insultent. Jusqu'à la fin donc, du premier jour, où là il y a eu les premiers problèmes pour arriver jusqu'à la voiture, où il y a eu effectivement, on a craché sur les avocates, on a menacé de mort, on a essayé d'empoigner, nous nous a protégés tant bien que mal pour arriver jusqu'à la voiture. Et là, Gisèle Halimi a dit demain, c'est protection. Le lendemain, le 3 mai, jour des plaidoiries des avocats des parties civiles et de la défense, l'atmosphère est encore plus lourde. Claude Sérillon, envoyé spécial du journal d'Antenne 2, ne revient pas de cette violence. Des injures, des crachats, des obscénités, des coups, c'était à chaque entrée ou chaque sortie d'audience les mêmes scènes. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un jury d'assises a jugé des violeurs. Ce n'est pas la première fois que des militantes féministes font publiquement la démonstration de leurs revendications et qu'elles sont contestées. Forcément, on est touché, forcément, on est pris. Il y a une charge émotionnelle très très forte. Vous avez une haine ressentie, vous avez une violence verbale, des crachats, des jets de choses différentes et variées. Et puis, en face, vous avez quelqu'un qui vient défendre le droit, dire le droit. Dire ce que doit être la justice. Mais je vous ai rien demandé, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous la bouclez. Vous la bouclez-vous d'abord. Bouclez-vous d'abord. Vous êtes qui, vous, la bande de voyous là qui vient police! Sur les marches du palais, le professeur de médecine, Alexandre Minkowski, que le président a empêché de témoigner, se désole de cette violence. Dans cette région de la Méditerranée, il y a une espèce de consensus sur le fait que, comme on dit, on perce les femmes. Et finalement, l'espèce de complicité masculine me paraît une insulte pour les hommes et pour la conception que nous avons de l'amour. L'avocat Jean-Claude Simoni, qui assiste les violeurs, se plaint lui aussi du manque de sérénité des débats, mais on impute la responsabilité aux militants de la cause des femmes. Tout le monde y allait, quoi, de sa façon de penser, de sa façon de le dire, toujours avec cette même violence. La parole est à la défense. C'est alors que, pour gêner les plaidoiries, les féministes viennent crier des slogans jusque sous les fenêtres de la cour. Au moment des plaidoiries, les centaines de militants et de militantes surtout, qui étaient à l'extérieur du palais, criaient des slogans contre les violeurs, contre le viol. Les partisans de Gisèle Halimi, gens de gauche, voulaient empêcher un avocat de plaider. Ils n'y sont pas arrivés parce que j'ai parlé plus fort. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais on m'entendait, paraît-il, ça m'a été rapporté, complètement de l'autre côté du palais. C'est-à-dire que j'ai réussi, par quel prodige, j'en sais rien, à couvrir la voix des mégaphones et des haut-parleurs. À 17h30, les débats s'achèvent. Presque 2 heures plus tard, la Cour rend son verdict. Depuis quelques minutes, on connaît le verdict, 6 ans et 2 fois 4 ans de réclusion criminelle pour les violeurs. En fait, c'est un procès qui s'est très vite transformé en procès du viol tout court. Du tribunal, on est passé à la tribune. Cela a quelque peu agacé le président aux assises. Et puis on a vu monter dans l'auditoire, de part et d'autre, beaucoup de haine et beaucoup d'insultes. Malgré les efforts du président de la cour d'assises, la médiatisation a en effet bel et bien transformé le procès d'Aix-en-Provence en procès du viol. Pour une grande partie de l'opinion publique, le viol est désormais regardé comme un crime et non plus comme un vulgaire délit. Reconnu coupable du viol, ça a été presque, pour moi, c'était presque irréel. C'était la reconnaissance de toutes ces années de souffrance et d'horreur. Mais en même temps, il y a eu un soulèvement dans la salle de cris et d'injures très très violentes. Et aussi, quand ils se sont levés, les 3 hommes, pour partir avec les policiers, ils nous ont regardés. Moi, je me souviens de leur regard, je n'oublierai jamais. Vraiment, l'air de dire, c'est pas fini pour vous. Josiane Savigno, qui était là au procès, donc la journaliste du Monde, avait demandé à ma mère,
qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'il y a une mère d'un des accusés qui est venue la trouver, lui dire « C'est dégueulasse, vos filles ont envoyé mon fils en prison, etc. » Et ma mère a répondu « Écoutez, madame, je comprends votre douleur, je comprends votre peine, je suis maman aussi, mais pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi ?» L'essentiel, je pense, c'était qu'ils soient condamnés. L'essentiel aussi, c'était que des femmes aient pu parler, quoi. Voilà, on avait accompli ce qu'on voulait, pas aussi bien qu'on l'aurait voulu, puisqu'on aurait voulu vraiment faire beaucoup mieux en élevant bien plus le débat. Mais on savait qu'au moins il y avait une pierre qui était posée. On savait que pour Anne et Araceli, il y avait quand même une page qui se tournait. Et puis le reste, c'était le reste. Pour que cette victoire ne reste pas isolée, il faudrait que la loi change. Or, contrairement à l'opinion, la loi sur le sujet n'a pas évolué depuis 150 ans. La loi de 1832 disait quoi? Elle disait d'abord qu'il fallait qu'il y ait un acte de pénétration. C'est-à-dire que le viol, c'était la pénétration vaginale par un sexe masculin de force. Donc on considérait que s'il n'y avait pas eu cet acte concret réussi, mais il n'y avait pas de viol. Et ça a été encore le cas dans notre procès. La fellation, la sodomie, ne seront reconnus comme des actes de viol, comme toute forme de pénétration du reste, constitue un viol, qu'à partir de 1980. Jusque-là, ce ne sont pas des actes de viol dès l'instant qui sont commis dans la bouche, dans l'anus. C'est un attentat à la pudeur. Et un attentat à la pudeur, c'est non seulement pas un viol, mais c'est évidemment pas un crime. Et ça, c'est tout le travail qu'on a pu faire, avec d'autres, qui a abouti à ce projet de loi, et qui met sur le même plan le viol et l'attentat à la pudeur, qui explique que finalement, le vécu de la femme qui le subit est exactement la même chose, et les tas de chocs dans lesquels elle se trouve, et les séquelles qui existent pour elle, sont les mêmes. De même, dans le texte de 1832, le viol entre époux n'y existe pas. Les hommes violés par d'autres hommes, cela n'existait pas non plus. Si le président Giscard a bien eu la volonté de faire voter la loi sur l'IVG, sur le viol, rien n'a bougé. Il est temps de faire quelque chose. Le 4 mai 1978, le lendemain même du verdict, la sénatrice Brigitte Gros est la première à proposer de réformer la législation. Quelques jours plus tard, les groupes socialistes et communistes déposent à leur tour une proposition de loi. En 1980, c'est au tour de l'Assemblée nationale d'examiner le texte voté au Sénat, ainsi que 3 autres propositions de loi déposées par le socialiste François Mitterrand, la communiste Gisèle Moreau et la centriste Florence Darcourt. À Aix-en-Provence, tout au cours de ce procès, la femme que je suis a vraiment réalisé ce jour-là qu'il fallait bien du courage aux victimes pour porter plainte dans de pareilles conditions. Malgré l'ardeur des orateurs, le débat qui a lieu un vendredi après-midi en pleine vacances de Pâques se fait devant une assemblée presque déserte. Une vingtaine de députés seulement sont là pour en finir avec la loi de 1832. Il n'empêche, ce jour-là, c'est un pan de l'oppression des femmes qui cède. Qu'en votant cette loi sur le viol, vous répondez à la demande légitime des femmes. Pour la première fois, le viol est strictement défini. La loi promulguée le 23 décembre 1980 stipule dans des termes d'une extrême clarté ce qui est désormais un viol. Mais cette loi a été votée à l'unanimité, ce qui est tout de même très rare, et je dois dire, m'a fait très plaisir, parce que j'avais le sentiment d'une action juste. Il y avait une définition très large du viol qui n'avait pas eu lieu avant. Avant, c'était n'importe quoi, ça ne voulait rien dire. Tandis que là, c'était toute pénétration, quelle qu'elle soit. La peine, c'est une peine de réclusion de 15 ans. Et puis, il y a toutes les circonstances aggravantes. En réunion, par surprise, si on est un policier ou si on a une forme d'autorité comme enseignant ou enfin une autorité sur la personne, quelle qu'elle soit,
c'est encore une circonstance aggravante. En 1974, quand Anne et Araceli ont décidé de se battre, seulement 1500 femmes osaient porter plainte chaque année. Aujourd'hui, il y en a plus de 10 000. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose d'important pour l'être humain, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Mais le traitement policier des plaintes n'a pas fondamentalement changé. Le traitement judiciaire des plaintes a peut-être un peu changé. La longueur du processus est toujours la même. Résultat, aujourd'hui, il n'y a encore que 10% de femmes violées qui portent plainte. Soit elles n'osent pas, soit elles ne veulent pas reparler, soit elles ont peur de ce qui va se passer, soit elles n'y croient pas trop. Alors les choses changent lentement, mais elles ont quand même changé un peu. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? 1 milliard de femmes dans le monde qui sont violées, battues, humiliées. C'est peut-être pas l'endroit. Mais si, c'est la question. Ça passera pas, ça. Ben, c'est un autre. Il faudra ils supprimeront. Ah ben, une autre tribune. Bon, mais voilà, il y a 4 hommes et ils sont là et qui sont en train de après 39 ans, notre histoire était enfouie, oubliée. Faut pas oublier. Mais ça n'a rien. Mais je sais pas eux que j'accuse, c'est le patriarcat en général. Alors, et ils ont la chance d'être des hommes dans un monde fait par les hommes et pour les hommes. Pas toujours évident non plus. Avec leurs privilèges. Alors pas ça. Mais enfin, dis, écoute, je suis enragée. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ça, oui. Une femme enragée, engagée. C'est une femme enragée. Jusqu'au bout. Ben oui, je suis enragée. Mais je ne mords personne. Sauf en parole.